Je vais vous dire comment je vais articuler mon propos en 4 points. Mon premier point, c'est d'analyser les représentations sociales et leur évolution au cours du XXe siècle. J'ai la gorge un peu sèche, excusez-moi. C'est mon premier point, en montrant en quoi cette analyse ouvre des fenêtres sur la culture globale de la société et les valeurs qui ont dominé la modernité, toute le XXe siècle, si vous voulez. Mon deuxième point, c'est de montrer les rapports qu'il y a entre cette réflexion sur le corps et un thème qui est important, qui est celui de la virilité, qui a de plus en plus s'est élargi à tous les sexes. Mon troisième point, c'est de mettre l'accent sur un aspect du vieillissement et qu'on a appelé la crise de la cinquantaine, c'est-à-dire le mi-temps de la vie. Et mon dernier point, ça sera de parler du vieillissement, c'est-à-dire cette fragilisation du corps, mais aussi des résistances qu'on peut lui opposer. Il y a un vieillissement prématuré, pathologique, et il y a un vieillissement résilient et dynamique. Voilà de quoi je vais parler. Vous savez qu'en psychologie sociale, on utilise beaucoup le concept de représentation sociale, c'est-à-dire la façon dont on voit les réalités. C'est pas la reproduction exacte des réalités, mais c'est la transformation que notre esprit le fait subir et qui explique en grande partie nos comportements. J'articule ma première partie en 8 points, en 8 observations. La première observation, c'est que quand on parle du corps, ce n'est pas simplement une réalité physique, c'est aussi une réalité, c'est pas seulement une réalité physiologique, c'est une réalité psychologique, culturelle et sociale. On peut dire que même dans certaines circonstances, parler du corps, c'est aussi exprimer une vision politique. On l'a vu d'ailleurs à l'époque des Fémènes, comment ces femmes révoltées contre le machisme et contre un certain nombre d'expressions politiques ont dénudé leur corps pour porter des slogans contre ces formes d'oppression. Donc, si vous voulez, c'est pour dire que le corps n'est pas neutre. C'est ma première observation. Ma deuxième observation, elle est empruntée à un sociologue du sport, d'ailleurs, qui s'appelle Vigarello, et qui a montré que l'évolution des représentations sociales depuis un siècle exprime le cheminement de la création de ce que la psychanalyse a appelé un moi, c'est-à-dire cette association entre le psychisme et le corps. Toute notre culture a porté cette idée d'une indissociabilité entre le corps et ce qu'on a appelé aussi l'âme ou le psychisme. Et en ajoutant que il est aussi porteur d'une identité qu'il ne faut pas négliger. Ma troisième remarque, c'est de montrer qu'à travers le corps, on peut aussi appréhender le combat dialectique entre la modernité et le conservatisme, moral, social. Donc, même si les représentations collectives qui le concernent sont hétérogènes et fluctuantes, il reste que le corps exprime aussi les pressions idéologiques que la société fait subir aux sujets, aux individus. Dès le début d'ailleurs du XXe siècle, les représentations du corps se sont formées et alimentées par les sources publicitaires et cinématographiques qui ont dessiné les contours d'un objet physique, lisse, esthétique, c'est-à-dire l'inverse du vieillissement dont je vais parler après. Ma quatrième remarque,
c'est que les représentations dominantes, les représentations collectives dominantes en Europe occidentale, dès le premier tiers du XXe siècle, qui vont atteindre une grande vigueur avec l'avènement du nazisme, du fascisme en Italie et du pétainisme en France. Et le corps a porté ces idéologies belliqueuses qui ont porté un coup, qui ont véhiculé l'autoritarisme, le racisme, l'expansionnisme. Et pendant très longtemps, cette image du corps a obéré, en quelque sorte, la réflexion sur le corps. Parce que cette période-là a montré qu'il y avait a mis en évidence une esthétique de la pureté, enfin, une sorte de symétrie entre le fantasme des formes et d'un corps fort, pur, correspond à un corps étatique débarrassé de toutes les tares invalidantes. Et il y a aussi une autre symétrie entre les représentations d'un corps sain et musclé et celle d'une société homogène, compacte, cohésive, bref, une illusion. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un jeu de miroir entre le corporel et le sociétal. Toutes ces représentations ont empoisonné l'esprit démocratique pendant une certaine période. Et qu'il ne faut pas oublier, avec des périodes où les représentations sociales, qui sont quelque chose de mobile, d'évolutif, se sont figées en quelque sorte pour déterminer des comportements, en l'occurrence, néfastes. Ma cinquième remarque concerne le corps féminin, qui, dans la première moitié du XXe siècle, est représenté comme harmonieux, au sein volumineux, avec des courbes bien marquées. Dans les expositions de photos que j'ai pu consulter dans les années 30, c'est les tendances à occulter le visage pour se concentrer sur le corps. Le corps féminin, comme vous le savez, a été maintes fois utilisé à des fins idéologiques, moins que le corps masculin, mais tout de même. Ma sixième remarque, c'est que dans les années d'après-guerre, à partir du milieu du XXe siècle, on assiste à un effondrement de cet édifice représentationnel et idéologique, avec le refoulement de ce corps, d'un corps fort, porteur d'une rétrogradant les mentalités, les aspects psychologiques. Et avec les années 50 et les penseurs tels que Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, etc., on a assisté à la promotion de la composante psychique et culturelle du corps, en refoulant les aspects trop visibles. Ma septième remarque, c'est avant la fin du XXe siècle et la révolution néolibérale dans les sociétés capitalistes ou néo-capitalistes, on assiste à la libération du corps, mais de façon progressive. Un corps ouvert à l'érotisme, à la pornographie quelquefois, au transformisme. Et il y a avant d'en arriver là, il y a des étapes transitoires où on efface les interdits moraux et sociaux, où on manifeste la visibilité maximale d'un corps qui se libère totalement de toutes les interdictions venant de milieux religieux, du machisme ou du conservatisme politique. Dans cette phase transitionnelle, les représentations du corps se sont morcelées, se sont émiettées, et le fossé s'est élargi entre les pratiques corporelles des classes sociales supérieures, pour qui le corps est un capital esthétique, érotique, pourtant ce que Bourdieu, le sociologue Bourdieu, a appelé la distinction, et les classes moyennes ou laborieuses
plus attachée à la fonctionnalité du corps. Ma dernière remarque, c'est de toutes ces tendances que je viens d'exprimer vont s'extrémiser à la fin du siècle, à la fin du XXe siècle, pour répondre aux pressions de ce qu'on appelait l'hypermodernité. Les représentations sociales du corps vont se condenser et se focaliser sur des zones particulières et aussi sur le mouvement plutôt que sur la structure de la totalité corporelle. Et quand celle-ci laisse apparaître des dysfonctionnements, des déséquilibres, des disgrâces, elle se trouve soumise à des travaux de réparation, de réhabilitation, quelquefois à des remaniements troublants pour l'identité. Bon, ainsi donc, le corps apparaît réparable de multiples façons, déjà bien sûr par le sport et par le coaching. Avant d'arriver, c'était mon premier point. Avant d'arriver au thème du vieillissement, je voudrais dire quelques mots de l'effacement progressif du corps sain, puissant. Je voudrais dire un mot ouvrir une parenthèse sur essentiellement le corps masculin et ses pulsions à l'idéal viril. Alors, il faut dire que le champ sémantique de ce concept s'est élargi pour englober autre chose que la force physique, sexuelle et autres. Il y a des éléments comme le courage, le sacrifice pour des causes morales ou sociétales. Mais tout de même, cette notion de virilité, qui est restée dans les milieux conservateurs ce qu'elle était, a été quand même largement atteinte, ce dont attestent beaucoup d'études psychosociologiques ou des œuvres littéraires, pour plusieurs causes. D'abord à cause du brouillage des identités masculines et féminines, la vulgarisation de la théorie du genre, c'est-à-dire l'idée qu'on peut choisir son sexe, quel que soit le sexe de naissance. Et donc, beaucoup d'hommes sont malades de cette dévirilisation, enfin de cette évolution. Mais ce doute accélère, disent certains, le vieillissement, le processus de vieillissement. Il y a un ouvrage qui s'appelle « La crise de la cinquantaine ». Je vais parler un petit peu du mi-temps de la vie, cette période où il y a un début de dévirilisation, il y a un retrait de l'univers de l'érotisme, de la séduction, qui sont refoulés. Et donc j'ouvre cette réflexion sur le mi-temps de la vie, où les deux sexes sont à la croisée des chemins, c'est-à-dire toujours attentifs aux sollicitations du psychisme, du désir, de la pulsion sexuelle, mais avec un doute qui paralyse l'expression totale du désir. Alors, je vais dire quelques mots d'ailleurs de cet ouvrage qui s'appelle « La crise de la cinquantaine », parce que le vieillissement peut intervenir à des âges variables de la vie. Mais ce qu'on appelle la crise de la cinquantaine ou de la soixantaine, on ne sait pas très bien, c'est variable, manifeste un ébranlement intérieur psychosomatique dont les effets sont bien sûr vécus différemment, c'est-à-dire des altérations des capacités mnésiques, une diminution de la libido, une corrosion de ce qu'on appelle en psychanalyse l'idéal du moi, et puis des blessures narcissiques, c'est-à-dire une sorte de dévalorisation de soi. Un relâchement donc des mécanismes de refoulement avec l'apparition de la pulsion de mort. Mais d'un autre côté, l'ouvrage parle des formes de résistance au vieillissement,
dont d'ailleurs atteste ce qu'on a appelé le démon de midi. Et certains ajoutent aussi qu'il y a un démon de minuit, mais enfin, qui intervient dans les années 80 ou un peu plus, comme une renaissance de l'éros, c'est-à-dire un regain libidinal qui refoule ce qu'on appelle l'angoisse de castration. Ça vous paraît intéressant, ça? Ce dont attestent d'ailleurs les paternités tardives, de plus en plus nombreuses. Je vais résumer un peu plus vite parce qu'il y a encore des choses à dire. Donc, enfin, je vais passer quand même au dernier point. On en discutera après, si vous voulez. Je vais passer au dernier point. Je vais parler maintenant des deux facettes du vieillissement. Comme je l'ai dit, il y a deux formes de vieillissement. Donc, il y a un vieillissement prématuré et un vieillissement résistant, résilient. Dans la première série, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, beaucoup d'articles, donc que j'essaie de résumer. Dans la première partie, je vais dire donc quelles sont les atteintes les plus graves dans le cadre du vieillissement. Il y a un vieillissement donc prématuré, malheureusement connu sous le nom d'Alzheimer, un vieillissement pour lequel il n'y a pas de thérapeutique, il n'y a pas médicamenteuse, et c'est la maladie pour laquelle la déliaison est irréparable entre le corps et le psychisme, et pour laquelle le sport ne peut pas, comme dans d'autres atteintes, apporter une réponse probante. Certains préconisent la démédicalisation des soins. En tout cas, réduire la place du biomédical. Moins grave que ça, il y a ce qu'on appelle la dépression ou le mal-être, qui accompagne assez souvent le vieillissement et auquel répond le plus souvent le recours à des antidépresseurs, ce que contestent beaucoup de psychanalystes, parce que ça empêche le travail du deuil, c'est-à-dire ce travail psychique des souffrances qui accompagnent le mal-être et qui sont nécessaires à l'acceptation de l'idée de la disparition. Bien sûr, la psychanalyse, le point de vue psychanalytique, c'est que le processus d'atteinte au narcissisme, à l'image de soi, à l'image idéale de soi, prolonge ce qu'on appelle les angoisses infantiles. Et donc, il y a une réponse éventuelle, c'est par un effort de verbalisation de la pensée, c'est-à-dire accentuer la mobilité de l'expression orale. Bon, il y a d'autres études qui parlent de l'inquiétante étrangeté qu'on ressent quelquefois dans le vieillissement et qui consiste à une sorte de sentiment de vacillement identificatoire, c'est-à-dire une menace de dépersonnalisation. Le sujet se pense un peu comme étranger à lui-même, et donc ce qui est fortement menaçant pour la continuité identitaire. Il y a aussi, dans les pathologies du vieillissement, le sentiment de solitude, qui peut prendre des formes différentes. Par exemple, celle de l'abandon par les proches, ou alors par l'expression du mélancolie au sens pathologique du terme. C'est ce qu'on appelle un sentiment d'endeuillement, c'est-à-dire ressentir l'approche de la mort. Alors, il y a aussi un travail que je vais citer aussi parce qu'il est intéressant, c'est ce qu'un sociologue a parlé de la société des victimes. C'est-à-dire le fait, les gens ne se connaissent pas, le fait que beaucoup de gens ressentent la même chose, c'est-à-dire éparpillés, des personnes âgées, qui n'appartiennent pas, enfin qui appartiennent à une catégorie à distance, mais qui ont pour seul lien la douleur d'être ce qu'elles sont. Avec des réactions collectives à cette souffrance et qui peut être considérée comme une réponse aussi au vieillissement. Je vais parler maintenant du sursaut porté par une population vieillissante qui ne renonce pas aux jouissances du corps
à la croyance en une sorte d'invincibilité des forces de vie par rapport aux forces mortifères ou suicidaires. C'est ce qu'on appelle le vieillissement résilient. À propos de la résilience, on connaît, tout le monde, je pense, connaît les travaux du Cyrulnik, du psychiatre Cyrulnik, qui a beaucoup travaillé sur ce concept et qui montre qu'il y a une dynamique de renaissance après un traumatisme violent, après la peur du vieillissement, la peur de la mort, une sorte de dynamique de reconstruction psychologique qui redonne une consistance psycho-affective et un désir de vivre et de surmonter les difficultés. Il y a d'autres livres qui parlent des activités physiques, suivies individuellement ou en groupe, et qui est une manière de disposer de son corps de manière autonome, dans une autonomie maximale, et qui ont un effet sur l'équilibre mental et physique, mais surtout sur l'entretien d'une envie, d'une volonté de gagner, d'où des fois les exercices dans les maisons de retraite d'affrontement simulés. Et voilà. C'est une forme de lutte contre sa propre fragilité liée au vieillissement. Je citerai simplement dans certains articles, c'est une chose dont on peut peut-être parler que je ne connais pas, mais on parle que le sport peut aussi entretenir des fonctions conservatrices, c'est-à-dire dans la mesure où elles apportent des fonctions structurantes quant à l'identité, et surtout quand celle-ci est vacillante. Je reviens aussi sur une autre, qui est un peu la suite de la crise de la cinquantaine. C'est la même psychanalyste qui a évoqué les activités créatrices, ce qu'on appelle les activités de création tardive, c'est-à-dire qui ont une fonction thérapeutique, c'est-à-dire en ce sens qu'il y a un entretien d'une métabolisation, d'une élaboration mentale qui réhabilite en quelque sorte le narcissisme quand il est déclinant. Et contre donc la pulsion d'autodestruction qui est propre au vieillissement. Et on donne pour exemple l'histoire de l'art, où on sait que des artistes comme Rodin, Renoir, Turner et beaucoup d'autres qui ont manifesté des conduites résilientes et sublimatoires. Enfin, il y a aussi beaucoup de psychothérapeutes qui préconisent les contacts physiques dans le cadre de thérapie, tout en sachant qu'il faut se protéger contre les possibles pulsions d'attachement, qui ne seraient pas très positifs, mais ce qui n'empêche pas beaucoup de soutenir l'idée de tendresse possible entre soignants et malades, enfin, personnes âgées, une tendresse qui peut opérer très favorablement dans la cure analytique. Alors, je vais conclure. Non, j'ai encore quelque chose à dire sur l'écriture, la fonction thérapeutique de l'écriture. De plus en plus de travaux paraissent sur ce qu'on appelle la construction du roman personnel. Il s'agit donc d'un traitement thérapeutique autonome par la pensée et par l'effort mental de reliaison avec le corps, pour l'élever, disent-ils, au rang de dispensateur de sentiments ou de plaisir. Donc certains insistent sur cette fonction réparatrice, de même que sur la fonction réparatrice de la spiritualité, c'est-à-dire une quête de sens quand elle peut s'exprimer aussi dans l'écriture. Donc il y a d'autres aussi analystes qui prolongent la réflexion en invitant les patients à la construction d'une sorte de philosophie de l'existence, une sorte de stratégie d'insoumission au délabrement. Je vais sauter des éléments pour conclure. Alors, il faut se poser la question,
Est-ce que le corps vieilli ou malade reflète ce qu'on avait dit plus tôt sur les fonctions du corps, sur le fait qu'il est représentatif de la culture et de la culture en évolution? Évidemment, non. Dans la vieillesse, le corps reflète surtout le travail d'usure du temps et des efforts de réparation qu'on lui a fait subir. Mais ce sont ces efforts qui expriment le plus le dynamisme de notre culture ambiante et des capacités d'innovation et de restauration. Il y a une question aussi, une dernière question à se poser. Est-ce que la problématique du vieillissement croise-t-elle ou non celle de la souffrance ou du plaisir, pour reprendre les thèses freudiennes? Comment intégrer, comme le propose la psychanalyse, le plaisir d'être en vie et la souffrance d'être exclu des jouissances sans limite? C'est le problème qui hante tous ceux qui entrent dans cette phase du vieillissement. Alors, je vais faire une dernière remarque. À la lecture des textes, il y a des textes virulents contre certains aspects de notre culture ou civilisation, que je ne partage pas toujours, et sur l'idéologie dominante qui aurait pour conséquence une sorte de radicalisation de la biomédecine, c'est-à-dire cette tendance à objectiver le corps du patient, jeune ou vieux, mais surtout vieux, qui médicalise aussi les souffrances humaines, les déviances psychologiques ou sociales, cette tendance qui biologise les faits psychiques. Dans ce contexte de réflexion, les auteurs de cette critique écrivent, disent que seule la psychanalyse prend en compte ce qu'on appelle l'expérience tragique de l'existence humaine, c'est-à-dire la parole perdue, c'est-à-dire un affaiblissement du souci de soi et des autres, bref, la vérité de la souffrance. Je vous remercie. Je n'ai pas dépassé mon temps. C'est parfait. Vous êtes encore là, c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Tapia. Nous avons des hôtesses qui sont parmi vous. Il y a des micros qui peuvent être distribués. Si parmi vous, vous avez des questions, il vous suffit de lever la main et vous pourrez poser une question à Monsieur Tapia. Merci beaucoup en tout cas pour cette conférence, monsieur. Je me permets, du coup, en écoutant ce que vous disiez, juste pour vous dire, donc Poitiers qui est aussi une terre de cinéma, il y a un court-métrage qui s'intitule Le corps des vieux de Louise de Prémonville avec Philippe Naon que je vous conseille très fortement, qui est très très beau et voilà, qui a été diffusé, qui a eu plusieurs prix dans plusieurs festivals en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pour l'instant, je n'en vois pas. Moi, j'en aurais une pour vous. C'est comment faire pour les gens, pour les salariés, comment faire pour que les personnes âgées soient réconciliées avec leur corps, avec l'image qu'elles ont de leur corps. Est-ce qu'il y a des choses qui concrètement peuvent être mises en place? Vous parlez dans le cadre des entreprises. Je vois difficilement comment l'entreprise qui a pour fonction de faire travailler les gens et pleinement peut concéder des remèdes au vieillissement. Bon, d'abord, il y a beaucoup dans notre société, les personnes âgées quittent assez tôt l'entreprise, mais donc je ne vois pas très bien quelle solution apporter, sinon le respect des individus qui pénètrent, contrairement à ce qu'on pense, et malgré l'existence d'entreprises pirates, enfin d'entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de valeurs qui sont en vigueur dans notre société, en général, les rapports humains sont réglementés, aidés par la contestation syndicale et portés aussi par des individus. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des individus révoltés contre les excès, quelquefois, de l'organisation, ce qu'on appelle l'organisation du travail. Bon, voilà ce que je pense, mais il n'y a pas de remède autre que celui aussi de se prendre en charge par l'auto-analyse, que ce que moi je préconise,
c'est le maximum de développement de ce qu'on appelle l'auto-analyse de soi. Et c'est une chose qui se développe aujourd'hui, et je pense que l'on peut obtenir de meilleurs résultats qu'avec des psychiatres ou des psychanalystes qui sont à côté de leur pompe. Et pour ces personnes qui travaillent, donc, qui sont en lien au quotidien avec des personnes âgées, comment eux, je parlais comment réconcilier ces personnes-là avec qui ils sont en lien, oui. Les résidents, par exemple, d'établissements. Oui, non, mais j'ai dit tout à l'heure que les gens qui s'occupent des personnes âgées le font avec un esprit de sacrifice total. C'est ce que j'ai observé. Au contraire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir un danger d'attachement trop fort avec les personnes âgées. C'est-à-dire qu'il y a aussi des cliniciens qui succombent à l'attendrissement, c'est-à-dire au désir, à l'identification avec les malades, ce qui arrive à beaucoup de médecins. Les psychanalystes proscrivent cette fusion possible, mentale et quelquefois physique, entre les malades et les cliniciens. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, quelqu'un... Oui. Ah ben, vous avez suscité des vocations, apparemment. Bonjour, Emmanuel Tos sur Arzano dans le Finistère. On voit qu'avec la loi Macron sur le départ à la retraite, on a quelques collègues qui sont sur des carrières très très longues. Nous, on a une aide-soignante qui va partir à la retraite à 67 ans et je me positionne sur la question du corps des athlètes. Tout à l'heure, vous disiez qu'elles sont dans le don de soi. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à préserver leur corps aussi pour qu'elles puissent bénéficier d'une retraite derrière, parce que travailler à 67 ans, c'est pas pareil que de travailler à 33 ans, comme ça peut être mon cas. Non, il y a des choses qui relèvent de l'autonomie personnelle, c'est-à-dire de la capacité à se gérer. Bon, vous savez qu'il y a de plus en plus de travaux sur ce qu'on appelle l'autogestion de soi. Donc, il y a ça. Et il y a aussi la contestation des structures de travail. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire assumer pleinement son statut de citoyen libre, y compris dans des structures organisationnelles contraignantes. Et il y a le travail sur soi, c'est-à-dire la gestion de soi, pour aménager au mieux la liaison entre le corps et l'esprit, avec ce développement de l'esprit autocritique aussi, qui permet de se maintenir à l'état de santé psychique le meilleur, quoi. Il n'y a pas de réponse psychologique à votre question. C'est aussi, votre question a une dimension essentiellement sociale et politique, à laquelle la psychologie ne peut pas forcément répondre. Non, mais on voit qu'il y a des variables d'ajustement comme les maladies professionnelles qui peuvent aussi exploser dans bien entendu. Dans les établissements. Et, bien entendu. Enfin, humainement parlant, c'est dommage. Parce que, bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi à développer les capacités de négociation. C'est une chose ancienne. La sociologie s'est beaucoup intéressée à un moment donné à ce travail, c'est-à-dire de participer, enfin, ce qu'on appelle la participation critique, c'est-à-dire on peut très bien s'investir dans son travail tout en gardant ouvert l'esprit de discussion et de négociation permanente de tout, des postes, des caractéristiques des postes, du travail, des relations de travail. Voilà ce que je pense. Il y a un travail, il me semble, encore une fois, que vos questions visent à montrer que la contestation, enfin la politique est partout. Je veux dire par là qu'on ne peut pas... C'est ceux qui mettent entre parenthèses les rapports sociaux, les rapports de classe, les rapports entre les bénéficiaires de la culture et de l'économie et ceux qui en sont exclus. Et ça, c'est une dialectique permanente.
Je crois que c'est pas d'autre réponse. Je ne peux pas apporter d'autre réponse que celle-là. La psychologie ne peut pas tout faire. Beaucoup critiquent aussi la psychologie parce qu'elle atténue, parce qu'on a tendance à se représenter la psychologie comme apporter une guérison aux contestations, comme apporter des réponses fausses aux problèmes qui se posent et qui sont d'un autre ordre que psychologique. Et je crois que c'est grave qu'un psychologue se substitue à ceux qui ont pour vocation de défendre les gens, de se battre pour une société meilleure. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres interventions. Merci beaucoup, Monsieur Tapia, pour votre intervention.